Alors, c'est quoi le PSA? Un peu de théorie, un peu de rappel. En tant que biochimiste, je ne pouvais pas passer là-dessus. Donc, c'est une glycoprotéine, 33 kg Dalton. Elle fait partie des familles des calicréines. D'accord? On l'appelle également la HK4 ou la Human Calicréine 3. D'accord? Donc, c'est une série protéase. Sa demi-vie est de 2 à 3 jours. Et on va voir, vous voyez ici, 12 heures pour la forme libre. On va voir c'est quoi la forme libre. D'accord? Et vous voyez que les temps de demi-vie sont différents. Et nous, ça nous intéresse. Souvent, on dit c'est juste la théorie, mais ça nous intéresse. Parce qu'en connaissant la molécule, on peut savoir comment la doser et on peut savoir ses variations également. Exclusivement sécrétée par la prostate. Et là, c'est ça qui a induit certaines personnes en erreur. On dit prostate spécifique antigène. Donc souvent, les gens pensent que c'est un marqueur qui est spécifique du cancer. Or que c'est faux. Ce n'est pas un marqueur du cancer. C'est un marqueur qui est spécifique de l'organe, de la prostate. Il n'est sécrété que par la prostate. Et on vient de le voir. Les 3 affections prostatiques peuvent augmenter le taux de PSA, même si il y a des affections qui sont bénignes. D'accord? Donc, son principal rôle, c'est la liquéfaction du coagulant séminal. D'accord? Alors, dans la circulation sanguine, cette PSA, on va la trouver sous plusieurs formes. En fait, comme beaucoup d'autres protéines, elle va être... Bon, je me mets juste ici. On va utiliser le pointeur. Je ne sais pas si on le voit. On le voit? Oui. Donc, comme beaucoup de protéines, elle va être sécrétée sous forme de pré-pro-enzyme. Elle-même, c'est une enzyme. D'accord? Même PSA, c'est une enzyme. D'accord? Sous forme de pré-pro-enzyme qui va subir plusieurs clivages avant d'arriver à sa forme active, avant d'être libérée dans la circulation sanguine. Donc, et cette forme active, elle-même, elle existe sous plusieurs formes. Elle peut être intacte ou tronquée. D'accord? Une fois libérée dans la circulation sanguine, elle peut se retrouver complexée, d'accord, à des antiprotéases, comme elle peut se retrouver libre telle qu'elle. Et ici, petite particularité, c'est que vous voyez ici, ça, ce sont des précurseurs. D'accord? Ici, nous avions la pré-pro-PSA et là, c'est la pro-PSA. D'accord? Donc ici, on va avoir des précurseurs. Tous ces précurseurs peuvent également être relargués par la cellule, d'accord, prostatique, pardon, peuvent être relargués et se trouver dans la circulation sanguine. Ce qui nous fait qu'au total, quand on dose la PSA, ce qu'on appelle la PSA totale, elle existe soit sous forme libre, soit c'est une forme complexée. Et même, comme je l'ai dit, dans la forme libre, on a les formes tronquées, les différents précurseurs et nous avons l'intact. D'accord? Et la forme complexée, c'est, comme je l'ai dit, celle qui est liée aux antiprotéases. D'accord? Antichymotrypsine, antitrypsine, alpha-2-macroglobuline, etc. 70% de la PSA est sous forme complexée, seuls 30% existent sous forme libre. D'accord? Et là, c'est important de connaître ces différentes formes et surtout par rapport aux dérivés, aux nouveaux marqueurs qui utilisent souvent des précurseurs ou qui utilisent la forme intacte. D'accord? Alors, le PSA est caractéristique de l'épithélium prostatique et non du cancer de la prostate. Ça, on vient de le dire et ça, c'est très important pour mettre le temps pour la suite de la présentation. Marqueur de l'épithélium, non du cancer. Toute PSA élevée n'est pas directement liée à un cancer de la prostate. Le dosage du PSA est principalement orienté vers la détection du cancer. Oui, c'est l'utilité de doser le PSA. On dose le PSA pour détecter des cancers. D'accord? Afin d'identifier, et notre but aujourd'hui, c'est d'identifier les formes qui sont cliniquement significatives. Et comme je l'ai dit, laissez tranquilles ceux qui ont même des cancers de bas grade. Actuellement, on les laisse tranquilles, on ne traite pas, on ne fait que surveiller, on y reviendra. Alors, c'est pour ça que nous, en tant que biologistes médicaux, on est obligé de fournir un résultat de qualité et aux performances les plus exactes, les plus parfaites possibles, j'ai envie de dire. D'accord? Et pour pouvoir faire ça, eh bien, on est souvent mis face à des difficultés. D'accord? Alors, à des difficultés analytiques et à certains pièges lors de l'interprétation. Et on est tous obligés de connaître ça. D'accord? Donc, n'importe quel médecin ou pharmacien biologiste qui dose le PSA dans son labo est obligé de connaître ça. D'accord? Alors, principale difficulté d'ordre analytique, ce n'est pas une difficulté, mais c'est quelque chose à connaître. D'accord? Alors, et c'est un souci un peu pour nous, c'est la standardisation. D'accord? Alors, nous, pour pouvoir harmoniser les dosages entre les laboratoires, on utilise la standardisation. Et pour pouvoir standardiser, il faut qu'il y ait un élément de référence. D'accord? Alors, et
le standard de référence, ou un matériau de référence, c'est le mot que je cherchais, matériau de référence. Le matériau de référence, avant, vers les années 70, les premiers dosages de PSA qui existaient utilisaient l'étalon Ibritec. D'accord? C'était l'étalon proposé par Beckman Coulter. Ensuite, les autres firmes commençaient à utiliser chacun son propre étalon. Il n'y avait pas d'harmonisation. Ensuite, vers 1999, l'OMS a mis au point le matériau de référence. C'est le standard WHO. WHO, c'est pour OMS en anglais tout simplement. D'accord? Alors, il est constitué de 90% de PSA liés et 10% de PSA libres. Et actuellement, la norme et la recommandation, c'est d'utiliser l'étalon OMS ou l'étalon WHO. D'accord? C'est ce qui est recommandé d'utiliser. Et malgré ça, l'étalon Ibritec continue à exister. D'accord? Donc, et le problème avec la coexistence de deux étalons qui sont tous les deux plus ou moins validés, c'est qu'on va se retrouver avec des biais. D'accord? Et entre les deux étalons, on peut avoir un décalage de 20 jusqu'à 25%. Ce qui fait que les méthodes ne pourront pas être interchangeables. D'accord? C'est surtout cette notion qui est importante. Donc, il faudra connaître, quand vous dosez PSA, connaître avec quel étalon vous êtes en train de calibrer votre kit PSA. Est-ce qu'il s'agit de l'Ibritec ou il s'agit du WHO pour savoir, pour pouvoir, parce que je le sais, on le fait souvent, on va comparer nos résultats chez des collègues, chez d'autres personnes. D'accord? Pardon. Deuxièmement, la phase préanalytique. Alors, quand vous êtes pour les libéraux, c'est un moindre problème. Vous gérez votre propre phase, vous gérez vos prélèvements, etc. Pour ceux qui sont dans le public, c'est un peu plus compliqué. On reçoit des prélèvements qui sont faits dans les services hospitaliers, on nous les achemine, donc c'est une phase qui est un peu délicate à gérer. Mais dans les deux cas, il faut connaître. D'accord? Il faut faire très attention à cette phase préanalytique. Et cette phase préanalytique, le problème, où est-ce qu'il va se situer? Il se situe surtout avec la molécule de PSA libre. D'accord? Pourquoi la PSA libre? Parce que c'est une molécule qui est thermolabile et qui est très sensible les délais de centrifugation. D'accord? Donc il faut bien gérer sa phase préanalytique. D'accord? Essayer de centrifuger le plus rapidement possible. Pourquoi? Pour éviter qu'il y ait une détérioration de cette PSA libre, surtout lorsqu'on utilise le fameux rapport free sur total. D'accord? Qu'on a largement utilisé, on continue à utiliser aujourd'hui. Donc le rapport free sur total. Donc si la phase préanalytique n'est pas bien gérée, on risque d'avoir un taux faussement abaissé de la PSA libre et donc le rapport, il va lui aussi baisser et on va mimer un faux profil en faveur d'un cancer alors qu'il s'agissait peut-être d'une infection bénigne. Autre difficulté, c'est les interférences analytiques. Alors, on ne va pas parler de l'hémolyse et de l'ictérite, de Hedoga, on les connaît déjà. Il y a d'autres interférences. D'accord? Et ces interférences, le problème, c'est qu'elles sont méthodes dépendantes ou techniques dépendantes. Donc là encore, chaque utilisateur doit connaître son kit, les réactifs qu'il utilise ou l'automate qu'il utilise et à quel genre d'interférence il va être sujet. D'accord? Celles qui reviennent le plus, c'est ceux de la biotique pour ceux qui utilisent des systèmes biotinylés, les facteurs hématoïdes, l'existence d'anticorps hétérophiles. Autre problème grave, mais qui existe, d'accord? C'est le fameux effet crochet, le hook effect. D'accord? L'effet crochet, c'est quoi? La plupart, vous le connaissez, c'est lorsque les taux sont extrêmement élevés et qu'il y a saturation de ces fameux anticorps de capture qui fait qu'on aura des résultats faussement abaissés. C'est rare, mais ça existe. Il a été décrit pour des concentrations de PSA qui dépassent les 1000 nanogrammes par millilitre, mais en général, quand les taux sont aussi élevés, on sait d'emblée qu'il y a un cancer ou il y a une clinique qui est parlante. Donc il faudra faire attention à ce genre de situation. Autre interférence à laquelle il faut faire attention, des interférences cliniques. Là encore, la plupart on les connaît. Toucher rectal, le sondage vésical, etc. qui peuvent augmenter le taux de PSA. Alors, une nouveauté pour moi, je ne connaissais pas l'activité physique et particulièrement la pratique du vélo. D'accord? Donc, si vous avez parmi vos patients des cyclistes fréquents ou des professionnels ou je ne sais pas, eh bien la pratique du vélo augmente le taux de PSA. D'accord? Il faudra être vigilant. Là aussi, peut-être ajouter ça à votre questionnaire pour vos patients si vous doutez du résultat. Les interférences médicamenteuses, les fameux inhibiteurs de la 5-alpha réductase, utilisés pour le traitement de l'hypertrophie bénigne de la prostate, et qui peuvent réduire jusqu'à 50% le taux de PSA. En général, ça, ce n'est pas un souci parce que les urologues le savent très très bien. D'ailleurs, ils ont pris l'habitude d'emblée multiplier par 2 le taux de PSA quand ils le reçoivent.
Donc, en conclusion, il faut une approche multimodale. Il faut connaître les outils que vous utilisez, connaître vos standards, j'insiste sur les standards, et connaître également les interférences possibles avec les outils, là encore, que vous utilisez. Pour revenir rapidement sur le cancer de la prostate, donc c'est quoi le cancer de la prostate? C'est une dégénérescence maligne, des cellules glandulaires, formation d'une tumeur qui est le plus souvent de type adénocarcinome. Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'en Algérie, ça ne cesse d'augmenter. Malgré qu'il y a des solutions, malgré qu'on essaye de faire du dépistage, etc., mais les chiffres ne cessent. Troisième, le plus fréquent, on estime à un peu plus de 3000 nouveaux cas par an, 1300 décès et une prévalence à 5 ans de plus de 8000 cas. Et vous voyez, c'est des chiffres qui font quand même assez peur. Donc c'est pour ça, là encore, nous, biologistes médicaux, faisons partie intégrante de la lutte anti-cancer, aujourd'hui particulièrement pour le cancer de la prostate, et il faudra là encore être de plus en plus vigilant et être à jour. Je ne cesserai de dire, la biologie ne s'arrête pas, il faut tout le temps être à jour et suivre les dernières guidelines. Et le PSA, actuellement, toujours en 2026, avec ses approches modernes, il intervient à toutes les phases de la prise en charge du cancer de la prostate. Du dépistage, en passant par le diagnostic, jusqu'au suivi après le traitement et au diagnostic d'une éventuelle récidive. Il va trouver sa part dans chaque étape. Et on commencera par le dépistage. Alors, pour le dépistage, la nouveauté, bon, ce n'est pas une nouveauté de 2026, mais depuis, je dirais, peut-être un peu moins d'une dizaine d'années, la nouveauté, c'est quoi? C'est qu'on ne fait plus de dépistage de masse. D'accord? Et ça, c'est la recommandation du comité cancérologie de l'Association française d'urologie. Nous, on continue un peu à suivre les recommandations des Français, proximité par la langue, etc. Donc, les urologues nos urologues algériens s'appuient beaucoup à ces recommandations. Et donc, actuellement, on ne fait plus de dépistage de masse, on fait plutôt une détection précoce individualisée. Donc, une stratégie individualisée. On va aller chercher, patient par patient, est-ce qu'il nécessite ou pas un dépistage. Alors, j'ai repris la phrase d'un expert oncologue américain qui est expert en cancer de la prostate. Screening is important in prostate cancer, but it's important to be smart in screening as well. C'est-à-dire qu'il vaut mieux être intelligent, être smart dans notre stratégie de dépistage. Alors, comment va se faire ce dépistage? Déjà, on commence par les hommes avec une probabilité de survie de plus de 10 ans. C'est-à-dire que, et là, à chaque clinicienne d'estimer la probabilité de survie. Parce qu'il estime à 90, à 100 ans, je ne sais pas. En tout cas, c'est des sujets qui ont une probabilité de survie estimée à plus de 10 ans. Donc, chez les hommes, à partir de 50 ans. D'accord? Tous les hommes, à partir de 50 ans, on peut faire un dépistage un peu plus précoce dans des situations particulières. Lorsqu'il y a un antécédent, d'accord, premier ou deuxième degré de cancer de la prostate, et dans certaines ethnies. Tous les 2 à 4 ans, et là vous voyez, j'ai mis entre parenthèses, à adapter selon le risque individuel. C'est-à-dire que là, actuellement, on n'est pas figé. Ça peut être 1, ça peut aller jusqu'à 5. Donc ça sera au cas par cas. Comment? 2 examens. Un examen clinique qui est le toucher rectal et un examen biologique qui est le dosage du taux de PSA total. On reste toujours dans le non-invasif pour le dépistage. Alors, un dosage de PSA total en première intention, pas de flux, uniquement la totale. Le seuil qui est retenu est celui de 3 nanogrammes par litre. Ce n'est plus celui de 4, mais celui de 3 nanogrammes par litre. Et à partir de 3 nanogrammes par litre, qu'est-ce qui se passe? On engage une stratification du risque. On ne va pas d'emblée vers la biopsie. D'accord? On engage une stratification du risque. Comment? Donc il y a des calculateurs de risque qui intègrent les résultats du toucher rectal, le profil du patient, l'âge, les antécédents, etc. Et on va voir. Si on estime qu'il y a un haut risque, on procède d'abord à une IRM. Là aussi, c'est la nouveauté, c'est qu'on fait des IRM bien avant les biopsies. On fait une IRM multiparamétrique et c'est à partir de l'IRM qu'on va décider si oui ou non en biopsie. Si on estime que le risque est bas, on se contentera d'une surveillance. D'accord? On se contentera d'une surveillance. Alors, lors du dépistage, si on voit que notre taux est inférieur à 1 nanogramme par millilitre, on pourra aller vers une surveillance qui va jusqu'à 5 ans.
D'accord, on peut laisser carrément ce patient tranquille et ne surveiller que tous les 5. Pour ce qui est du diagnostic, là encore une approche intégrée. D'accord. Alors, le seuil retenu pour vraiment, c'est toujours le 3, mais on continue à utiliser celui du 4, surtout les urologues ici, continuent un peu à travailler avec ce seuil de 4. Pourquoi? Parce qu'il nous offre une sensibilité de 90%, mais la spécificité reste toujours de 20 à 30%. Et si on suit vraiment ce seuil, on risque de faire beaucoup de biopsies qui sont inutiles. Alors, toujours, une élévation de PSA totale doit être confirmée si la suspicion est forte. Quand je dis suspicion est forte, c'est-à-dire que le taux de PSA est élevé, le toucher rectal est suspect, l'imagerie, là encore l'IRM montre des lésions. Là, on peut aller vers une biopsie pour pouvoir confirmer et surtout pour avoir le score et le grade, pour connaître l'agressivité de ce cancer et pouvoir le traiter convenablement. Alors, il y a, là encore ça je pense que presque tous vous le connaissez, le taux de PSA est relié au stade de cancer. Donc, quand on a un taux de PSA entre 4 et 10 nanogrammes par millilitre, donc 70% des cancers sont localisés, diagnostiqués sont localisés. Là, j'insiste. C'est-à-dire que quand le taux est entre 4 et 10, si réellement il y a un cancer, les 70% de ce cancer sont localisés. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'entre 4 et 10, on a 70% de cancer, parce que c'est souvent une confusion qui se fait. Si c'est supérieur à 20, il y a souvent des métastases ganglionnaires. Quand c'est supérieur à 100, c'est que vraiment le cancer est très avancé et qu'il y a probablement des métastases osseuses. Alors, pour pouvoir justement affiner, vous le voyez, les seuils 3, 4, plusieurs stratégies possibles, l'IRM, le toucher rectal. Donc pour nous, biologistes, pour pouvoir mieux affiner ce diagnostic, actuellement, il existe des nouveautés, il existe des scores, il existe plusieurs outils qui utilisent toujours le PSA et qui nous aident à l'affinement du diagnostic. Et en partant du plus ancien qu'on connaît, qui est le rapport PSA libre sur PSA total, jusqu'au plus récent, à savoir les densités, les scores 4K et même l'ISO-PSA qui vient d'être validé par la FDA. Donc, il y a toujours des avancées et on va voir ces différents dérivés. Donc, le plus connu, c'est le rapport FREE sur total. Vous le connaissez tous. C'est la FREE, elle augmente en cas de forme bénigne, la totale en forme de cancer. Donc, le rapport, on va l'utiliser pour pouvoir distinguer l'hypertrophie bénigne de la prostate du cancer de la prostate. D'accord? On va faire un rapport. Donc, quand il est abaissé, il est associé à un risque de cancer. Il nous a été très utile. D'accord? Il nous a longtemps été très utile pour éviter certaines biopsies dans cette fameuse zone grise. Lorsque le taux est entre 4 et 10 nanogrammes par millilitre, c'est là où il était vraiment indiqué de doser la fluide PSA et de faire ce rapport. Les limites, pourquoi il est de moins en moins utilisé, on en avait parlé, c'est l'instabilité préanalytique de la FREE, d'accord, et la variabilité analytique. Donc, les seuils varient. Le standard international pour la PSA libre existe, mais il n'est pas aussi largement utilisé, aussi largement répandu que pour la PSA totale. Donc, il existe encore beaucoup de variabilité, ce qui fait qu'on a de plus en plus de mal à interpréter ce rapport. Et là, on passe à un niveau supérieur, la densité de PSA, qui est actuellement l'un des dérivés les plus utilisés, surtout par nos urologues en Algérie. La densité de PSA. C'est quoi la densité de PSA? C'est tout simplement le rapport entre le taux de PSA total sur le volume de la prostate. Alors, pour faire simple, quand on a un taux de PSA de 6 nanogrammes par millilitre, si le volume de la prostate est de 20, qui est un volume normal, 20 cm3, c'est suspect. Par contre, si notre volume prostatique est déjà à 80, là, ça peut ne pas du tout être suspect, même si c'est 6 et ça dépasse largement les seuils de dépistage, le 3, ça dépasse largement le 3 ou le 4. D'accord? Donc, d'où l'intérêt, d'où l'introduction de ce fameux rapport ou de ce fameux densité de PSA. Il aide à la décision des biopsies. Avec l'utilisation de cette densité de PSA, on peut réduire de 50% les biopsies inutiles. Et je crois que le Dr Benaïssa, dans son étude, a trouvé un peu plus que 50. Un peu plus. Un peu plus que 50. Donc, vraiment, il nous aide à éviter
beaucoup de biopsies unitaires. Le seul qui est retenu est celui de 0,15. Il améliore la spécificité, c'est ce que je disais. Donc, une grosse prostate bénigne, le PSA est élevé, mais la densité va être restée basse. Par contre, avec une petite prostate, si le PSA est élevé, donc on va avoir une densité élevée et là, ça va réellement être suspect. Les limites, quelles sont les limites de ce test? C'est surtout comment mesurer le volume de la prostate. C'est là où le problème se situe. Pourquoi? Parce qu'on peut mesurer soit par... Je vais le mettre ici. Donc on peut mesurer ce volume soit à l'aide de l'échographie, soit à l'aide de l'IRM. Et souvent, les volumes que l'on obtient ne sont pas exactement les mêmes. Et donc là encore, il faudrait qu'il y ait une standardisation de la mesure du volume prostatique pour pouvoir utiliser ce test. C'est ce qui fait un peu ses limites. Et deuxième limite, c'est qu'il n'y a pas de seuil encore universel qui est largement employé, qui est carrément recommandé. Ça reste le seuil utilisé, c'est celui de 0,15, mais pas de consensus strict sur son utilisation. Maintenant, pour les marqueurs un peu plus récents, le P2PSA. Le P2PSA, c'est quoi? C'est le précurseur, c'est un précurseur. Vous vous rappelez, on avait parlé des précurseurs de PSA, donc synthétisation de pré-pro PSA. Donc, on avait dit que certains précurseurs pouvaient se retrouver dans la circulation sanguine. Parmi ces précurseurs, nous avons le P2PSA, qui est un précurseur et qui va être relargué surtout par les cellules cancéreuses. D'accord? On va le retrouver surtout par les cellules cancéreuses. Donc, proportionnellement plus élevé des sérums d'hommes atteints de cancer, en particulier dans les formes agressives. Et là, le vrai intérêt de ce P2PSA, c'est qu'actuellement, il est intégré dans un index, dans un score qu'on va voir dans la diapo suivante, qui est le PSA Health Index. Les limites, alors déjà que c'est un précurseur, et donc il va être, déjà que le taux de PSA en lui-même, relargué dans la circulation n'est pas très élevé, et là en tant que précurseur, donc c'est une forme minoritaire, donc une concentration assez faible, et donc il faudra des tests beaucoup plus de plus haute précision. Et coût et disponibilité. Alors, peu de tests validés, peu de kits, validés pour l'utilisation du P2PSA et je crois pratiquement pas disponible ici en Algérie. Peut-être que ça va venir après. Et ce que je disais, c'est que maintenant l'intérêt réel de ce P2PSA, c'est de l'intégrer dans ce fameux score, le Prostate Health Index. Vous voyez, et l'avantage de cet index, c'est qu'il utilise le P2PSA, le PSA libre, et le PSA total. D'accord? Donc, on va avoir les différentes formes et ça nous permet, là encore, d'augmenter la précision du dosage du PSA et ça nous permet, là encore, d'éviter des biopsies inutiles, toujours dans notre fameuse zone grise, aide à la décision de la biopsie. Les limites, là encore, donc il est dépendant du dosage du P2PSA. Je sais que le PSA libre et le PSA total sont largement dosés, mais on reste coincé, on reste limité par l'utilisation du P2PSA. Un autre score qui est de plus en plus utilisé, surtout aux États-Unis. D'accord? Et là, c'est un score qui va nous donner un pourcentage de probabilité de cancer réel, de cancer significatif. D'accord? Et ce score, on l'appelle le score 4K, 4K. Pourquoi? Parce qu'il dose simultanément 4 calicréines. Donc les 4 calicréines qui sont dosées, ça va être le PSA total, le PSA libre, le PSA intact et la HK2. Et la HK2, c'est quoi? C'est tout simplement l'enzyme qui transforme le pro-PSA en PSA. D'accord? C'est l'enzyme de maturation de PSA. D'accord? Donc, on l'a intégré dans ce score pour pouvoir avoir un pourcentage de probabilité d'avoir un cancer qui est cliniquement significatif. Alors, le principal inconvénient de ce score, c'est qu'il est algorithme propriétaire. On n'a pas la formule. Il faut avoir le kit complet et qui dosera simultanément les 4 calicréines et c'est eux seuls qui détiennent l'algorithme et on a directement le résultat sous forme de probabilité.
C'est pour ça que je vous ai dit, il est largement utilisé aux États-Unis parce que c'est eux qui l'ont développé et ils le distribuent. En Europe, pas encore bien utilisé. Dernière nouveauté concernant les dérivés du PSA, c'est l'ISO-PSA. Vient d'être validé par la FDA en décembre 2025. C'est quoi? C'est tout simplement une analyse structurelle. Au lieu d'aller doser le PSA et aller voir s'il a augmenté, il a diminué, on va faire une analyse structurelle et suivre les changements de conformation du PSA, comment ils vont, ces changements, si c'est un sujet qui est soit diagnostiqué ou si c'est un sujet qui est inclus dans une stratégie de dépistage. Au début du dépistage, la forme, quelques mois après, quelques années après, le changement. Est-ce qu'ils vont suggérer la transformation de cette cellule ou plutôt que ça reste une forme bénigne? Donc, comme c'est un test qui est très récent, donc vraiment très limité. Même aux États-Unis, ça commence à démarrer, vu que ça vient tout juste d'être validé et on attend peut-être d'ici 10 ans. Toujours avec l'intérêt de ce PSA, dans le suivi en post-traitement et pour surveiller les récidives, comme je le disais, donc, du dépistage au diagnostic jusqu'à la surveillance. Alors, la surveillance après traitement, bien sûr, elle est cruciale. Et nous, ce qu'on sait, la première des choses, c'est que s'il y a prostatectomie, il ne doit plus y avoir de taux de PSA qui est décelable. On l'a dit, PSA égale tissu prostatique et non pas cancer prostatique. Donc après prostatectomie, le taux de PSA doit être indétectable. Donc si on retrouve du PSA, c'est qu'il y a eu du tissu résiduel ou bien qu'il y a eu une récidive. Après radio-curithérapie, alors on va parler de récurrence biologique. S'il y a une élévation supérieure de plus de 2 nanogrammes par millilitre au-dessus du nadir, c'est qu'il y a récurrence biologique. Il y a une petite récidive qui approche. Après hormonothérapie, il est très important chez les patients qui sont sous hormonothérapie de doser le taux de PSA avec le taux de testostérone. D'accord? Avec le taux de testostérone pour rechercher quoi? Pour rechercher la résistance à la castration. Si on a un taux de PSA qui est élevé avec une testostérone qui est basse, ça veut dire qu'il y a une résistance à la castration et donc il faudra engager une nouvelle thérapeutique. Je ne vois pas. Donc, pour cela, une interprétation cinétique, elle aussi, est très importante pour surveiller les différentes formes de PSA. Et la cinétique, où est-ce qu'elle trouve son intérêt? C'est que surtout, le cancer de la prostate, de manière générale, est un cancer qui évolue de façon lente. Alors, il ne faut pas le prendre au sens... c'est relativement plus lent que d'autres cancers. Donc, ça va peut-être prendre quelques années pour vraiment se développer. C'est pour ça qu'on a la possibilité, au lieu d'aller vers des tests invasifs, d'aller faire des biopsies inutiles, on va pouvoir faire des surveillances. Comment? En suivant la cinétique de ce PSA. Et comment on suit la cinétique? On peut faire une vélocité du PSA. Une vélocité du PSA, c'est-à-dire qu'on va faire plusieurs dosages. D'accord? Vous voyez PSA 2, PSA 1, PSA 3. Donc on peut faire plusieurs dosages sur une année. Et on va faire la moyenne de ces taux de PSA. Et si la vélocité est supérieure à 0,75 nanogrammes par millilitre par an, ça veut dire qu'ici, c'est en faveur d'une progression et c'est un profil qui est suspect. Il faudra réévaluer le risque, refaire probablement une IRM pour pouvoir trancher et décider faire ou non une biopsie. On peut également suivre le temps de doublement. Le temps de doublement, c'est tout simplement le temps nécessaire pour que le taux de PSA double sur une croissance exponentielle. D'accord? C'est sur une croissance exponentielle. D'accord? Donc, s'il est inférieur à 12 mois, c'est de mauvais pronostics. Et actuellement, déjà, s'il est vers les 3 ans, là, déjà, on commence à entamer, là encore, une nouvelle stratification du risque. Cette cinétique a, elle aussi, ses limites. Et c'est surtout que, comme le taux de PSA lui-même est influencé par les autres pathologies, donc rien ne nous dit que si cette PSA s'est élevée, ce n'est pas tout simplement dû à une hypertrophie, à une infection. Il faudra toujours être vigilant aux autres pathologies liées au taux de PSA. Alors, pour résumer tout ça, en 2026, qu'est-ce qu'on doit connaître sur le taux de PSA ou sur le dosage du PSA? De 1, c'est qu'on est passé d'un dépistage de masse à un dépistage plus ciblé. D'accord?
il faut systématiquement une analyse multimodale, c'est-à-dire intégrer plusieurs éléments. Un examen clinique et un examen radiologique. Donc, un toucher rectal et une IRM avant de prendre la décision de biopsie. Pas de biopsie inutile. Le but étant quoi? Je ne cesserai de le dire, le but aujourd'hui, en urologie, dans le cancer de la prostate, ce n'est pas de détecter s'il y a un cancer, tout simplement, mais s'il y a un cancer significatif. S'il y a un cancer significatif. C'est ces patients-là qu'on va aller que l'on va aller biopsier pour stadifier, pour grader et éventuellement, et par la suite plutôt, traiter, tout en laissant tranquilles les gens qui ont des formes qui sont indolentes. Donc, biopsie inutile, éviter les surtraitements, viser les cancers agressifs. D'accord? Sur le plan pratique, eh ben, moi j'ai fini avec ma théorie, on va commencer le corteil. D'accord? Donc, pour le plan pratique, c'est le docteur Guella qui va finir. J'ai fait ma PSA dans un autre labo, je ne trouve pas le même résultat que toi. Ton résultat, il est erroné. Hein? C'est un CHU. Est-ce que vous avez déjà eu ce problème? Un patient qui se présente, pour ceux qui ont des labos, qui travaillent, il a fait le PSA chez vous, il le refait dans un autre labo, trouve un autre résultat, une différence. Et on n'arrive pas vraiment à expliquer si on ne connaît pas vraiment ce qu'on fait. Et ce qu'on fait, là j'ai repris une des diapos de Dr Zahoul. Là, elle a parlé de standardisation et de calibration. La variabilité interméthode est norme du standard, du calibrant OMS et Hybritech. D'accord? Là, je commence à comprendre. Je me dis, ah, si lui, il calibre avec Hybritech et moi, je calibre avec le calibrant OMS, c'est normal qu'on trouve des résultats différents. Et je vais le dire au patient. Donc, moi, je n'ai pas utilisé le même calibrant que l'autre. Donc, on a entrepris de faire une étude. Je me suis dit, tiens, on va faire une étude et comparer deux automates. D'accord? On a comparé les résultats de deux automates qui sont les plus, disons, qui sont à la mode ici en Algérie. Donc, on a le Macura 1000 et on a le Mindray 1200. Donc, on a entrepris de doser PSA sur le Macura et sur le Mindray et voir est-ce qu'on obtient les mêmes résultats. D'accord? La première chose que je me suis dit, il faut que j'aille voir est-ce qu'on utilise le même calibrant sur les deux automates, parce que je ne vais pas partir sur deux automates qui utilisent le même calibrant différent. Donc, c'est le même calibrant. D'accord. Sans fort en théorie. Donc, si c'est le même calibrant, en principe, j'obtiens les mêmes résultats entre les deux automates, puisque vous avez standardisé. Donc, on obtient les mêmes résultats. C'est à toi de me dire. Je ne sais pas. Donc, on va comparer les performances analytiques des deux automates qui sont les plus couramment utilisés, donc le Macura 1000 et le CL 1200. Donc notre objectif est d'évaluer la corrélation, la concordance et le biais éventuel entre les résultats obtenus par ces deux systèmes. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, le Mindray 1200 et le Macura 1000 utilisent la même méthode de dosage qui est la CLIA. D'accord? C'est juste ça, c'est la même méthode de dosage. C'est-à-dire, les résultats qu'on va obtenir, on ne va pas incriminer que Hada il utilise méthode alpha ou l'autre il utilise. Non, les deux, c'est la CLIA. D'accord? La CLIA pour chimie, luminescence, immunoessai. D'accord? Ils n'utilisent pas par contre, c'est-à-dire si je dois voir le dosage, les dosages en immunoanalyse, c'est le même principe. C'est un anticorps, un antigène, donc on va marquer l'anticorps et on aura, dans le cas de la CLIA, une luminescence qu'on va quantifier, d'accord? Donc là, on a des particules magnétiques, plus un antigène qu'on doit tester. Là, ça c'est le PSA. On utilise des anticorps marqués, on va faire une incubation, on va faire des lavages. Et dans le cas du Macura, on utilise un révélateur directement qui est l'acridium ester qui va nous donner cette luminescence. Donc plus il y aura de PSA, plus on aura une luminescence et ça sera proportionnel donc, à la concentration. Pour le Mindray, c'est la même chose. On a des particules paramagnétiques,
on a l'antigène qu'on veut doser. Là, la différence, c'est que la révélation, elle n'est pas directe, mais elle est indirecte. Oui, on va utiliser une enzyme. Et c'est cette enzyme qui va agir et dégrader et nous donner une chimie-luminescence. Mais les deux, ce sont des clients. D'accord? Donc, ce qu'on a fait, on a pris 90 patients. Oui, on a fait une étude comparative. Pour chaque patient, les niveaux de PSA ont été mesurés simultanément sur les automates de Makura 1000 et le Mindray 1200. Les données ont ensuite été soumises à une analyse statistique rigoureuse incluant la corrélation de Pearson, la régression linéaire et l'analyse de Blanc-Hartmann. En premier lieu, c'est-à-dire de prime abord, ce qu'on voit, ce qu'on remarque avant d'aller plus loin, c'est que la moyenne de tous mes PSA, donc la moyenne de tous mes PSA que j'ai dosés sur Makura était de 3,36 et la moyenne de tous les PSA que j'ai dosés sur le Mindray était de 4,17. C'est-à-dire جمعت كاع لي بي اس تاعي اللي درتهم في الميدري وجمعت كاع لي بي اس اللي درتهم في الماكورا وقسمتهم على le nombre, j'ai obtenu une moyenne. Déjà là, on commence à voir qu'il y a une différence. C'est-à-dire qu'il y a la moyenne 3, 3,36 et 4,17. Ce que je vais faire, parce que c'est pas très pédagogique, mais moi j'aime bien, je vous ai mis tous les résultats que j'ai obtenus. Tous les résultats que j'ai obtenus. La colonne Hedi, vous allez retrouver les résultats que j'ai obtenus sur Makura, ou ce que j'ai obtenu sur CL, sur Makura, sur CL, etc. D'accord? Chaque patient, les résultats que nous avons obtenus. Par exemple, le patient numéro 1, 13,33 sur Makura, 13,77 sur CL 200. C'est parfait. Très bon résultat. Le deuxième, 12 et 15 sur le CL. Le quatrième patient, il y a une flèche, 70 sur le Makura, 66 sur le CL. Et on continue et on voit qu'il y a des résultats qui sont ceux qui sont un peu différents. Là où ça peut causer des fois des problèmes, et on commence à se poser des questions, par exemple, il y a le patient. Donc, le patient, le Makura, sort 3,28, ou le CL, sort 5. C'est-à-dire que quand tu as ce qu'a dit le docteur Lahoul, il y a 3, il y a 5, le médecin, qu'est-ce qu'il va faire? Si je lui donne le résultat de 3, est-ce qu'il va l'indiquer, c'est-à-dire l'IRM, est-ce que... Et là, les cas, on commence à se poser des problèmes, des questions plutôt. Le patient à 68, j'ai trouvé un 4,93 et un 8,37 aussi là, c'est une différence. Dans les cas, on se pose des questions. Allez, pourquoi déjà il y a des différences? Et qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Patient 90, ça ne pose pas de problème. Supérieur à 100 et supérieur à 100. Mais le patient 83, vous allez voir Makura, la sensibilité elle est de inférieure à 0,035, c'est-à-dire 0,035, mais il y a le chiffre. Par contre, le CL, il a une meilleure sensibilité, elle peut descendre jusqu'à inférieure à 0,08. Docteur Nahel, est-ce que ça pose un problème dans le cas où on enlève la prostate pour le... Il y a le taux, c'est inférieur à 0,1. Donc inférieur à 0,1, en principe, ça ne pose pas de problème. C'est-à-dire que les deux automates, c'est kiff-kiff. Vous avez un patient où on va faire une prostatectomie, on lui dose PSA, que ça soit le Mindray ou le FCL, c'est inférieur à 0,01 le médecin, puisque c'est inférieur à ce qui est... Les libéraux, vous revenez souvent vers les universitaires pour confirmer vos dires, hein? Ah, parce que vous êtes fort en théorie. D'accord. Mais là, on a tous ces chiffres, ça correspond à des outils statistiques. Il nous faut des outils statistiques. Est-ce que c'est significatif, c'est pas significatif? Et là, on est allé plus loin, l'étude Tiana, pour savoir est-ce que la différence elle est significative ou là elle n'est pas significative. Et qu'est-ce qu'on fait? Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une corrélation, une régression linéaire. Donc, à gauche, vous avez l'analyse de corrélation, à droite, vous avez la régression linéaire. C'est quoi? C'est des tests statistiques. Les données, est-ce que la différence elle est significative ou là non? Donc, on a fait un nuage de points. Donc, on le voit là, un nuage de points. Oui, on répartit les résultats de Mindray CL 1200, ou Fouga plutôt, Mindray 1200, ou Makura 1000. Ce que nous dit la statistique, oui. Donc,
ce que nous dit la statistique, c'est que le nuage de points et la droite de régression linéaire, ils vont illustrer la relation entre les résultats obtenus par les deux automates. Un coefficient de corrélation de Pearson de 0,98 a été calculé, ce qui est très bien, indiquant une très forte corrélation positive entre Makura 1000 et le Mindray 1200. Cela suggère que les deux systèmes mesurent le PSA d'une manière très similaire. Et là, vous allez me dire, tu sais, كيفاش قلت لنا باللي شفنا طابلو, شفنا des différences, وشفنا وتقول لي دروك très similaire. Non, c'est pas. Vous êtes en train de trafiquer les données. Non. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les deux automates, quand ils donnent des résultats, la corrélation, la variation des résultats, elle est dans le même sens. Par exemple, un patient, le Mindray, ça fait 10 PSA. Ou là, un mois après, dans le Mindray, il a 20. Il a doublé. Le Mindray. Dans le Makura, ça fait 8. غادي كيولي لي ديسي ان موا غادي نلقاه 16 صح ما غاديش نلقاه 23 ولا 24 ولا ça va fausser, c'est-à-dire la corrélation بيناتهم elle est dans le même sens. Mais il n'y a pas que ça. Donc l'équation de régression linéaire, elle est l'équation اللي بيها on va corréler les deux méthodes. تقول que on a obtenu un coefficient كما قلنا avec une pente qui est presque égale à 1, c'est-à-dire que mais l'ordonnée à l'origine elle est de 0,82, qui va indiquer un léger décalage systématique. C'est-à-dire que, bien les résultats, systématiquement, on aura un décalage. Oui, les résultats de Mindray seront plus élevés que les résultats de le Makura. Donc, on a fait un autre test, qui est le Blount-Altman. Le Blount-Altman qui est plus utilisé pour la clinique, pour savoir est-ce que donc il y a une différence qui est significative ou non. Donc cette analyse permet d'évaluer la concordance entre les deux méthodes en quantifiant l'écart systématique et la dispersion des différences individuelles. Donc on a retrouvé un biais moyen, comme on l'a dit, de plus 0,80 en faveur de Mindray. Donc l'intervalle de confiance va de moins 2,29 jusqu'à plus 3,90. C'est-à-dire qu'on peut avoir des différences. Ces différences vont s'accentuer surtout sur les valeurs hautes, mais que la corrélation entre les deux automates, donc elle est parfaite. Je suis allé chercher d'autres études, parce que je me suis dit, moi j'ai comparé le Makura avec le Mindray, voir d'autres études, est-ce que ça a déjà été fait, qu'est-ce qu'ils ont fait. J'ai trouvé d'autres comparaisons. Ils ont comparé le Makura avec le Cobas de Roche E411, et aussi on retrouve une très bonne corrélation entre les deux méthodes. On retrouve toujours des fois quelques points qui sortent de la ligne. Par exemple, le point. Donc, le point. Oui, on aura une différence des deux automates. Donc, le Cobas, il y a une très bonne corrélation, et aussi le Makura avec l'Imulite, qui est un automate de Siemens, aussi on retrouve une très bonne corrélation. Donc, ce qu'on peut dire, pour conclure, c'est que les automates de Makura et de Mindray montrent une excellente corrélation. Un léger biais systématique est observé. Donc, le Mindray 1200 ayant tendance à surestimer les valeurs par rapport au Makura. Ce qui est recommandé, c'est de privilégier le suivi longitudinal sur le même automate pour éviter les interprétations erronées dues aux variations intersystèmes. تبديت تدوزي عند هذا اللابو الا كتكمل دوزي عند هذا اللابو هذا لو ميم اوتومات صح ماشي تبقى باسكو علاش شفتوا يا دي ديفيرونس بصح لا ديفيرونس وين تا دوفيان انكيتونت ايماجيني كو انت درت في هذا اللابو صار لك بي اس ا دو 10 صح من بعد on introduit un traitement etc تروح دوزي un autre labo تصيب البي اس ا 8 بصح une autre méthode de dosage تعاود تولي عند اللابو الاول تلقى بلي بالديس هذيك طلعت لك 12 سيتادير كو بالك اللابو الاول وكان درت عنده هذاك تاع 8 كنت تصيبها 6 سي بور سا il faut tenir toujours le même labo. شفنا on a comparé plusieurs labos plusieurs méthodes et on a la même corrélation بيناتهم. Ça veut dire qu'ils évoluent de la même manière. بصح انت الا خليك تشد ان سول لابو وكاينه حاجه انت كان عندك ان اوتومات باغ اكزومبل انا كان عندي ميندري
CL 1200. شريت un nouvel automate. شريت un nouvel automate. ماشي نبدا ندوزي ديريكتومون لي باسيون تاعي بالاخر سون يا شفتوا بلي le fait que ça soit très bien corrélé, il suffit juste de dire une équation de corrélation où les résultats de le nouvel automate ils ont les mêmes résultats que l'ancien automate. Donc il faut toujours faire des études de corrélation ou là il faut carrément changer la méthode et alerter le médecin qu'on a changé d'automate pour ne pas tomber sur le problème. Donc envisager l'harmonisation des résultats pour l'application des facteurs de correction pour les plages de valeurs critiques et réaliser des études complémentaires sur l'impact clinique du biais pour les valeurs proches des seuils de décision. Alors, ce que je voudrais vous poser comme question, je vous la pose, demain tu vas vous la poser, au moins là je la pose. Ou les résultats avec 3, ou les charges automate 3, ou charges automate 5, ou les 6. Est-ce que les médecins ont le résultat 3, ça y est, qu'il est perdu, le médecin ne va plus prendre en charge, ou le diagnostic du cancer de la prostate, ou les médecins ont 6, est-ce que l'axe, le médecin a le résultat? Et là, on a vu qu'en fait, quand il y a de nouvelles perspectives pour le PSA, on ne se base pas sur un chiffre. Jamais on se base sur un chiffre. Le médecin, jamais il ne se base sur un seul chiffre. D'ailleurs, déjà, le rapport BIM, PSA et volume de la prostate. Donc déjà, ça, il y a un volume de la prostate bas avec une PSA élevée, même si c'est 3 ou 6, tu oublies le rapport, il va corriger les effets, les variations. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention. Moi, je voudrais juste rebondir sur le coefficient entre les deux, surtout pour ceux qui travaillent également avec des systèmes en miroir. Et là, nous en public, on le fait très souvent. Il est très important de vérifier la corrélation entre vos systèmes. Et je l'avais dit en début, on parlait du PSA, mais ça peut être généralisé pour tous les autres. D'abord, on doit connaître les systèmes avec lesquels on travaille. Il faut connaître. Vous avez un automate, il utilise quelle méthode? Il est calibré avec quelle méthode? Quelles sont ses limites? À quoi il est le plus sujet? Il faut les connaître. Vous avez un deuxième. Soit vous basculez, et là, vous calculez un coefficient, c'est très simple de le calculer. Et là, vous pouvez continuer à suivre vos patients. Vous avez les deux systèmes en parallèle, c'est ce qu'on appelle des systèmes en miroir. Il faut les corréler parce que vous pouvez doser d'une fahada, radouaf l'autre, et si c'est un malade qui est suivi, quel que soit le paramètre, si c'est un malade qui est suivi, il faut qu'il y ait une corrélation entre les deux systèmes. Il faut toujours faire les études de corrélation entre les différents systèmes que vous utilisez. Voilà. Partie questions, si vous avez des questions.